vous propose maintenant qu'on passe à notre session regard croisé. L'idée maintenant, c'est de partager avec 3 sociétés différentes, 3 organisations différentes, chacune avec ses particularités et qui ont la chance, en fait, pour cette session d'avoir bien voulu partager avec nous leur niveau de maturité qui est important, sur lequel elles ont réussi ce qu'elles ont réussi à faire sur la robotisation. Et puis, je vais passer la parole, tout de suite à monsieur Olivier Hans de CACIB, qui est une filiale du Crédit Agricole. Monsieur Hans, vous avez une expérience de plus de 280 robots dans votre organisation, c'est pas rien. Vous êtes en phase d'industrialisation et lors de la préparation de cette session, vous nous avez apporté beaucoup d'enseignements, comment est né le sujet de RPA chez vous et comment il s'est déployé. Si vous pouvez nous en parler. Merci Olivier. Oui, bonjour. Moi, je trouve ça très intéressant. Une table ronde comme ça, c'est effectivement avoir des échanges et surtout pouvoir un peu peut-être caler certains discours qui ont été exprimés auparavant. Là. Donc, Olivier Hans, voilà, je fais partie de CACIB, c'est la banque de financement du groupe Crédit Agricole. Et le groupe Crédit Agricole a des marqueurs très importants, c'est le bon sens et l'humain. Donc, l'idée, c'est déjà absolument de faire comprendre aux gens que l'idée, ce n'est pas de remplacer les employés, mais c'est au contraire de les assister, de les aider dans leurs activités pour étendre le périmètre de leurs activités, fiabiliser, améliorer leur confort au travail et effectivement aussi faire du gain pour l'entreprise. Mais c'est ce qu'on dit en finance, un bon deal, c'est un deal win-win. Ben voilà, il faut que tout le monde soit gagnant et ça, c'est essentiel. Donc, je ne sais pas si on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc aujourd'hui, CACIB, c'est un centre de compétences. Alors ça aussi, c'est très très important dans l'adoption de ce genre de situation, c'est le wording. Le wording, typiquement, tout à l'heure, j'ai entendu parler d'un centre d'excellence. Alors typiquement, vous arrivez chez CACIB, vous expliquez un centre d'excellence, déjà, les gens vont commencer à moyennement vous apprécier. Donc nous, on a renommé ça de façon plus prosaïque, un centre de compétences, c'est déjà suffisant, qui est centralisé. Aujourd'hui, nous avons développé à peu près 280 robots. Pour CACIB Paris, non, d'ailleurs pour CACIB, pas uniquement Paris, Paris, Hong Kong, Singapour, c'est 233 robots. Pour le groupe Crédit Agricole, CASA, 17 robots. Et pour Indosuez, qui est la partie banque privée du groupe, c'est à peu près 30 robots. Depuis le début de l'initiative qui a été démarrée en octobre 2016, avec la première mise en prod en mai 2017, il y a eu plus d'1 million d'exécutions robots. Ce que moi, j'aime à répéter, c'est que la partie la plus importante dans tout ça, c'est l'équipe support. C'est qu'une fois que vous l'avez mis en production, ben vos 3000 exécutions par jour, il faut arriver à les suivre. Il ne faut pas que ça explose dans tous les sens. Donc, il ne faut pas que vos utilisateurs se disent ben, les robots, c'est bien, c'est un effet de mode, mais ça ne marche pas bien. Donc, c'est essentiel. Si on peut arriver au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, nous avons commencé par... alors, on va attendre le slide. Voilà. Pardon, j'aurais dû mettre un robot en fait pour passer des slides. Merci. En fait, nous avons commencé par mettre en place un mode de production industriel. L'idée, moi, si je devais recommencer l'histoire, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà se poser des questions. Pourquoi ne pas faire de RPA? Quels sont tous les risques qu'on prend à faire de l'RPA? Parce qu'effectivement, UiPath et Talent vous expliquent que c'est très bien, que c'est magique et tout ce que vous voulez. Ils ont parfois raison et parfois tort. D'un point de vue d'une grande banque, typiquement, on doit se dire pourquoi, quel est le risque que je prends à faire de l'RPA? Le risque que je prends, c'est d'être adossé à un éditeur. UiPath, qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, ça ne se passe pas bien avec l'éditeur? C'est s'adosser à des sociétés de services. Talent, effectivement, son intérêt, c'est de vendre de la prestation. Moi, l'intérêt de CACIB, c'est d'être certain que je ne crée pas de la dette technique et que dans 10 ans, ça tournera toujours et que je pourrai le maîtriser sans être coincé avec soit une technologie, soit des ressources. Il faut que j'ai une méthode qui soit standardisé et formalisé, de façon à ce que, bah, typiquement, c'est moi qui ai monté le centre de compétences avec un collègue au départ. Le jour où on part, il ne faut pas que ça remette en cause tout ça. Donc, ça ne doit pas du tout tenir à ma présence dans la société. D'où l'importance d'avoir une méthode très, très industrielle. On a une notion de chaîne de montage de robots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur nos 280 robots, bah, il y a énormément de composants qui sont les mêmes. Vous manipulez de l'Excel, vous envoyez des mails, vous vous connectez au web. Bah, tout ceci, ce sont des éléments qui sont importants, qui sont intégrés dans la plupart des process, et donc il faut les mettre sur étagère pour les réutiliser. Ce que je disais, il y a un support centralisé, absolument.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont entièrement dédiés au support de façon à faire vérifier la qualité du run, la qualité de la production et faire de l'amélioration continue. Typiquement hier, moi j'étais très content, j'ai dit à mes collègues du support, qui sont trois depuis 2 ans, c'est-à-dire que malgré l'augmentation de nos robots, l'équipe support n'explose pas, ce qui prouve qu'on essaie d'améliorer au fur et à mesure la qualité du run. Mais je leur disais qu'on a réussi à faire quand même 4h50 sans aucun incident sur la production. Donc à peu près 1500 exécutions, aucune erreur. Par contre, ça peut arriver. Ça aussi, c'est un autre écueil. Il faut que vos utilisateurs comprennent que les robots font des erreurs. Là où on est gagnant, c'est si le nombre d'erreurs fait par les robots est inférieur au nombre d'erreurs que nous aurions eu si nous n'avions pas fait de robots. Maintenant, l'idée d'avoir 0 erreur, ça, c'est pas possible. En tout cas, nous, on n'a pas réussi. Et il faut une gestion de la connaissance très stricte pour éviter la création d'une dette technique. Bah, c'est très facile, vous dialoguez avec un utilisateur qui vous dit « voilà, mon robot, j'en ai absolument besoin, est-ce que tu peux me le sortir dans une semaine ?» On fait sauter tous les verrous, on lui sort un petit robot, il est content, et puis 6 mois après, quand on essaie de débugger, on s'aperçoit qu'on n'a rien écrit. Alors là, j'arrive à quelque chose qui a été dit avec UiPath, là où je ne suis absolument pas d'accord, c'est la notion de ce qu'on appelle des citizen développeurs. C'est votre utilisateur qui va développer lui-même son robot, qui va le faire tourner. Je ne sais pas, moi, mon exemple le plus significatif sur le sujet, c'est les macros Excel. Les macros Excel, on en a tous fait. Voilà, aujourd'hui, pour les maintenir, c'est l'enfer. Imaginez si les gens font la même chose avec des robots. Donc nous, chez Cassib, il est strictement interdit que des robots soient développés à l'extérieur du centre de compétences. Et je pense qu'on n'est peut-être pas prêt à changer d'état d'esprit. Donc, typiquement, l'automatisation, ça peut être quoi? Ça peut être l'automatisation de contrôle, les rapprochements de données, de la relance de clients, de la génération de rapports réguliers chez Cassib. Nous avons un régulateur. La finance, les quelques années passées ont prouvé que le régulateur avait besoin de rajouter de plus en plus de contrôle. Ça demande de plus en plus d'actions au niveau de la banque. Les robots nous permettent de faire, pas forcément d'assister les gens, mais de faire du coût d'évitement, enfin de l'évitement de coût, pardon. C'est-à-dire que plutôt que de faire venir une équipe de 50 personnes pour répondre au régulateur, on va mettre des robots en place de façon à réaliser ça et de les faire tourner sur un périmètre beaucoup plus large que ce qui a été fait. Donc l'adoption des RPA chez Cassib a été croissante. Les coûts de développement et du run, proportionnellement au nombre de robots, est en baisse avec toute la réutilisation de composants. Mais ce qui est essentiel, c'est d'embarquer tout le monde. Il ne faut pas que les utilisateurs se sentent en danger avec les robots. Il ne faut pas que l'IT se sente en danger par l'arrivée des robots. Il ne faut pas que les robots soient des éléments qu'on rajoute dans un SI en déséquilibrant l'architecture du SI. C'est très important. Il ne faut pas non plus que l'équipe RPA se prenne pour les nouveaux Steve Jobs de la banque qui vont révolutionner tout. Pas du tout. C'est une solution comme une autre. Il faut qu'elle soit intégrée. Il faut éviter le syndrome NIH, Not Invented Here, où les gens se disent attention, cette nouvelle technologie, on ne la connaît pas, donc forcément, ça pose un problème. Pas du tout. Il faut embarquer les gens au fur et à mesure. Et comme on est en crise de Covid, nous avons l'analogie, c'est on cible une immunité collective en nous basant sur la satisfaction des clients, de façon à ce que les clients disent nous, ça n'a rien d'extraordinaire, mais ça résout pas mal de nos problèmes, et au fur et à mesure que ça fasse un peu de tâche d'huile. On parlait après tout à l'heure, et je finirai là-dessus, sur l'hyper-automation. Alors, il y a toujours des mots marketing comme ça à la mode. On parle beaucoup d'IA. Bon, de notre côté, ça fait 30 ans qu'on parle de l'IA, donc c'est sûr que ça va sortir un jour. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est aujourd'hui, vous avez un robot, on démarre des robots, nous, il tourne pendant 2 heures. Pendant 2 heures, vous regardez simplement les logs, vous ne pouvez pas intervenir avec lui. L'idée, c'est de se dire, maintenant, on va faire un processus métier dans lequel l'humain lance lui-même le robot, un robot qui est centralisé, donc qui n'est pas sur son poste. Il lance le robot, il interagit avec le robot donne la main à un autre robot, à un autre composant, et ainsi de suite. Donc, dans ce cas-là, vous avez un process métier qui fait intervenir le robot comme un élément. Mais l'âme centrale, c'est, par exemple, un outil de BPM qui va effectivement permettre de faire interagir un humain avec des robots, avec d'autres composants, dont des composants d'IA. Et quand je dis robots, ça peut être aussi des robots d'autres technologies. Désolé UiPath, mais vous pouvez très bien avoir des robots qui ont été développés sur d'autres technologies que vous souhaitez faire interagir avec des robots UiPath. Cette solution vous permettra de faire interagir tous ces éléments. Donc c'est vraiment une porte ouverte. Les RPA ne devenant plus qu'un seul rayon d'une roue complète. Voilà, j'en ai fini. J'espère que ça a été instructif. En tout cas, oui. gardez à l'esprit vraiment quel est au départ, quel est le risque
de faire de l'RPA de façon à ne pas découvrir les risques au fur et à mesure. Vous en découvrirez, mais essayez de vraiment au départ vous poser toutes ces questions-là et toujours éviter les effets de mode. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Olivier. Alors ce n'est pas parce que je suis du même groupe, mais en tout cas je partage en effet ce que tu viens de nous raconter, et en effet c'est important d'avoir un centre de compétences. C'est pas forcément une solution qui est toute simple à mettre en place, et ça nécessite en effet d'avoir un peu d'expertise sur le sujet. Alors pour continuer, j'accueille Martin Chaudet de la société Decathlon, et lui il va nous parler un peu plus aussi de son projet, mais aussi de l'organisation également qu'il a dû mettre en place, un petit peu spécifique pour pouvoir adresser les besoins de son entreprise. Bonjour Martin. Oui, bonjour à tous. Oui, je vais en effet vous parler un petit peu de comment on a fait entrer, on va dire, le RPA chez Decathlon et l'organisation en place. Alors, ça tient à une spécificité qui est un peu la même que chez SPI, en fait, c'est que chez nous, on est sur un modèle d'entreprise libérée où chaque collaborateur est 100% autonome sur son périmètre de décision. Enfin son périmètre d'action. Du coup, on n'a pas, on va dire, un pouvoir très centralisé et descendant qui va aller imposer une technologie. Du coup, en fait, nous, comment on a commencé le RPA, c'était par rapport un peu à une pénurie de talents, on va dire. On avait d'une part du mal à attirer des jeunes talents, et d'autre part, on avait aussi du mal à les retenir. Alors, quand je dis jeunes talents, ce sont des profils d'entrée, mais aussi ce sont des profils jeunes sur des métiers qui peuvent être par exemple de DAF sur des pays émergents. Donc voilà, on avait quand même ce genre de soucis. Donc on s'est posé un petit peu la question de quels étaient les points, les pain points sur ce back-office justement, et ce qui faisait qu'on n'arrivait pas en fait à recruter ou à maintenir. Donc on est vite arrivé en fait à juste sur le fait que le travail était franchement laborieux et peu intéressant. On avait des procédures très très longues, donc qui étaient déjà pénibles à conduire, avec beaucoup de risques d'erreurs humaines et du coup tout le travail de correction que ça peut amener derrière. On avait des process qui, justement, attenant à notre entreprise libérée, n'étaient pas standardisés du tout. Donc c'était aussi très très dur d'aller prendre un petit peu l'idée du voisin pour essayer de s'améliorer, vu qu'on a potentiellement un SI qui est décorrélé, tout ça. Et puis à la fin, le point principal, c'était évidemment des tâches qui prenaient énormément de temps à accomplir et qui n'avaient aucune valeur ajoutée. Enfin, on pouvait demander à des bac plus 5 avec 5 ans d'expérience de passer 20 à 30% de leur temps à faire des clics et des copier-coller. Du coup, le RPA nous a apparu comme une bonne solution pour deux raisons. C'est qu'en fait, il permettait d'alléger la charge de travail par la technologie qui automatise ces tâches, mais surtout, en fait, il permettait de l'enrichir aussi, ce travail, par la compétence, les compétences que sous-tend le RPA, à savoir les compétences de développeur d'une part et de business analyst. Donc, je vais passer maintenant sur la roadmap un peu pour reprendre tout ce qui a été fait sur les 2 dernières années et demie. Sur la slide suivante, nous, on a commencé en 2018, à peu près mi-2018. Alors, je ne sais pas si la slide va arriver. Elle est à l'écran normalement. J'étais encore sur l'ancienne, pas de souci. Donc on a commencé en juillet 2018, on a commencé par un POC, de manière assez classique. L'idée c'était derrière toute la documentation qu'on avait pu avoir sur la RPA, de voir si cet effet un peu waouh se traduisait vraiment quand la technologie était dans nos mains. Puisqu'on en est là aujourd'hui, c'est qu'évidemment cet effet a bien marché. On a signé notre contrat en octobre et sur la fin de cette année 2018, il a été question de l'installation technique. Donc, il n'y a rien de compliqué jusque-là. Hein. Ce sont des techniques qui sont assez maîtrisées par votre IT normalement. Là où on a un petit peu plus travaillé, c'est sur la gouvernance. Alors, chez Cassie, vous en parliez et c'est un bon point. Il faut quand même que ce soit cadré. Il n'est pas question d'aller y mettre du shadow IT, on va dire, derrière ça. Donc, on a fait une première phase de gouvernance et surtout, on a formé les équipes. Je parlais de compétences. Donc, on a formé les équipes à ce métier de RPA développeur et on a sensibilisé les équipes à cette notion de business analyst.
Puis sur l'année 2019, ça a été un peu notre année de pilote. Là, on a testé nos organisations, alors pour 2 raisons. La première, c'était que en tant qu'entreprise libérée, justement, on voulait essayer d'avoir une organisation qui collait le plus à cette philosophie. Mais on avait quand même aussi des doutes, on va dire, sur la réalité des choses, hein. Il faut quand même confronter la philosophie de la boîte à la réalité du business. Et puis, surtout, même si on était très convaincus par la technologie, il fallait bien confirmer que toutes nos équipes étaient vraiment aptes à se former à ces nouvelles compétences. Donc, on a commencé par l'organisation qui nous paraissait la plus en phase avec cette philosophie, c'est savoir une organisation décentralisée. Donc là, ici, en fait, chaque business unit gérait son propre... Par contre, Scylla est absent, c'est ça? Tu crois que ça a Je pense que quelqu'un n'a pas coupé. Oui, il y a un micro peut-être à couper. On entend quelqu'un parler. Voilà. Donc, par rapport à cette organisation décentralisée, chaque business unit gérait son propre projet RPA à son échelle, en respectant la fameuse gouvernance V1 qui était quand même assez light. Les enseignements là-dessus ont été assez riches. Alors, il y a eu un gros bénéfice, c'est que avec chaque BU qui gérait son projet RPA à son niveau, on a eu une acceptation assez rapide, justement, de cette nouvelle technologie, du terme de robot. Comme chaque personne était un peu en pouvoir de décision, on va dire, sur le fait d'automatiser ou non, ça les a vite beaucoup rassurés. Donc ça, j'ai envie de dire que ça a quand même été un gros premier point. Donner le pouvoir aux personnes là-dessus, les laisser en décision, a vraiment bien accéléré l'acceptation. Pour autant, on a vu qu'on avait vraiment des niveaux de compétences qui étaient drastiquement différents. On avait des business units qui ont assez fort investi et qui se sont retrouvés à mettre rapidement beaucoup de robots en production, des robots de qualité, quand certaines BU ne mettaient rien en production. Donc alors déjà, niveau ROI, c'est pas top. Ou alors des BU qui étaient en train de se dégoûter elles-mêmes de la technologie RPA parce que après 4 mois à essayer de faire des robots, ça n'arrêtait pas de planter. Donc voilà, le constat était quand même assez mitigé. Et on est passé sur une deuxième phase pilote qui était l'organisation hybride. Dans cette organisation hybride, en fait, on avait le fameux centre d'excellence qui ne faisait pas pour tout le monde, mais faisait avec. On avait un peu cette notion de locomotive, à savoir qu'on a toutes les compétences qui sont dans ce centre d'excellence, qui sont un peu le bastion de la compétence, qui permettent vraiment de faire des formations ou de conseiller, mais aussi de faire à la place d'eux quand l'ABU en face n'a pas l'envie ou pas les moyens de le faire. Et là, ça a plutôt fonctionné. On avait cette adhésion en face qui était pas mal et on a commencé quand même à produire de ce fait, vu qu'on avait une équipe 100% dédiée et 100% animée de la même manière. Puis sur la fin de 2019, on est revenu quand même aux questions de base, on va dire, de bon, bah, c'est bien, on a testé notre organisation, maintenant il va quand même falloir produire, il va falloir déployer. Ce qui nous a pris tout 2020, alors c'était pas censé prendre autant de temps, mais crise sanitaire oblige, on a pris un petit peu de délai. Mais l'objectif de cette année 2020, c'était justement de se préparer au scaling up. Alors comme vous en parliez chez Cassib, c'est très important en effet. Pas reproduire tout ce qui va être un peu tout ce qui se passait sur les macros Excel. En effet, on a eu des boss de la macro Excel il y a de ça 10-15 ans, et puis aujourd'hui, on peut avoir des process assez sensibles qui reposent sur ces macros-là, et on n'a aucune connaissance de comment ça fonctionne. Donc, on a consacré, alors cette année entière, ça s'est concentré sur 6 mois en réalité, à déployer un peu cette technologie et à mettre en place une gouvernance V2 cette fois-ci, et tous les outils qui permettaient justement de bien cadrer son utilisation. Parce qu'il y a des enjeux de sécurité informatique déjà. Donc, si on commence à parler de développer sur des machines distantes, il y a toute cette notion-là. Je laisserai le soin à des ingénieurs Ops de vous en parler plus en détail. Mais par contre, sur le côté gouvernance, oui, il y avait bien ça. C'est que est-ce qu'on pouvait se permettre de faire du citizen developer? Alors, chez nous, on a pris cette décision-là de le faire. Pour autant, dans notre déploiement, on a bien notre centre d'excellence qui s'occupe de toute automatisation complexe ou de toute automatisation qui concerne plus d'une personne en réalité.
Si une automatisation ne concerne le travail que d'une seule personne, à ce moment-là, libre à lui de le faire en citizen developer. Donc toutes ces questions-là, c'est ça qu'on a creusé sur notre année 2020. Et pour 2021 et les années d'après, notre objectif sera de scaler. Alors, je vous ai présenté ensuite quelques chiffres clés. Bon, j'en ai mis que 3 sur la slide d'après. Alors, le premier, c'est le nombre de robots en production hein, qu'on a réussi à avoir jusque maintenant. Sur 2 années, on a pris un petit peu notre temps quand même. On est arrivé à 65 process en production qui sont de taille variable, je vous l'accorde, mais 65 process en production pour environ 20 000 heures sauvées par an. Et ces 20 000 heures et ces 65 process, par contre, concernent plusieurs activités. Donc, on a eu la finance en premier lieu, qui est quand même qui est plus facile à appréhender sous le cadre du RPA. Mais on a aussi réussi à toucher supply, IT et logistique. Sur des questions d'avertir le client final d'un retard de livraison ou pas, accélérer nos timings de remboursement en cas de retour, tout ce qui était aussi le management des bases de données en IT. Donc voilà, les cas d'usage commencent à être de plus en plus étoffés. Ça, c'est pour aujourd'hui. Et après, pour 2021, on s'est fixé des objectifs qui étaient principalement, sur la slide suivante, donc un objectif de duplication. On a beaucoup de process qu'on a développés à la demande. Comme je vous le disais, c'était un petit peu notre leitmotiv de dire on va répondre à un besoin plutôt que d'imposer, histoire de faciliter cette adoption. Aujourd'hui, on a des process qui sont par exemple développés pour la Roumanie, mais qui fonctionneraient très bien sur la France et tous les autres pays européens. Aujourd'hui, notre objectif, ça va vraiment être 100% de duplication. Tout process développé pour une BU qui peut être utile à d'autres, notre mission en tant que centre d'excellence, ça va être de dupliquer ça. On avait quand même un premier objectif qui était aussi au-delà d'alléger la charge de travail, était aussi d'enrichir le job de nos collaborateurs. Donc on s'est fixé un objectif de 75% de nos collaborateurs sensibilisés au RPA. On a mis en fait des petites de formations qui sont juste des discoveries pour sensibiliser vraiment au mindset. On veut que chaque collaborateur soit en mesure d'analyser son propre travail et de se dire ça c'est automatisable, ça ne l'est pas, ça pourrait être intéressant. Donc notre objectif c'est que 65% de nos collaborateurs suivent ces 2 petites discoveries RPA développeur et business analyst. Et ensuite, l'objectif chiffré, parce qu'il faut quand même réussir à le calculer de manière un petit peu plus palpable, le ROI, c'est qu'en 1 an, on se rajoute 20 000 heures sauvées. Donc, en 1 an, on achève le résultat qu'on a fait en 2 ans et demi. Donc, voilà pour nous ce qui se passe actuellement chez Decathlon. On a vraiment pris notre temps pour définir l'organisation qui marcherait bien. Et on a vraiment pris notre temps pour analyser quels pourraient être tous les problèmes à venir. Soit en termes de sécurité, soit en termes d'organisation, en termes d'audit externe aussi. Hein, les auditeurs externes vont potentiellement s'emparer du sujet. Il faut être prêt à savoir y répondre. Donc, on a préféré prendre notre temps de poser toutes les bases pour ne plus avoir aucun frein, ou en tout cas, peu de freins qui viendraient au fur et à mesure. Bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Gavard, je suis le responsable de l'entité RPA à la DSI des fonctions support à la SNCF. Donc, je vais vous parler de notre expérience, puisque nous, c'est un petit peu le village gaulois dans l'Empire romain IT de la SNCF. Et aujourd'hui, on essaye en fait de rentrer dans le rang, et puis je vais vous expliquer tout ça. Donc, si on peut passer à la slide suivante. Donc, comment est arrivé le RPA? Alors déjà, ça commençait mal, puisqu'en fait, ce sont les métiers qui sont venus en fait avec cet outil. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu toute une série de POC qui a été fait en 2017, donc au niveau de la production comptable, et les métiers ont choisi l'outil UiPath. Donc, ils avaient été bien briefés par un discours marketing rodé qui leur disait qu'ils allaient pouvoir développer tout seuls. Donc, nous, on a accepté le deal et finalement, on a été contactés uniquement pour monter des environnements techniques pour permettre en fait aux métiers de développer leur propre processus. Bon, moi, je n'étais pas très convaincu par cette démarche, mais nous ne nous sommes pas mis en opposition par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a saisi la balle au bond et on s'est dit, bah,
pourquoi pas, mais nous aussi, on va vous proposer en fait une offre de service clé en main où on s'occupera en fait de tout. Donc, on a mis en place des environnements techniques. Donc, très vite, moi, j'ai pensé qu'il n'était absolument pas question de monter des serveurs ou ce type de choses. Donc, on a tout virtualisé. On a absolument voulu virtualiser les machines, voilà. Et on voulait aussi que chaque machine robot, qu'il y ait un robot en fait par machine. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Donc, on a mis l'environnement en place. Finalement, la velléité des métiers, au bout de 3 mois, ça s'est arrêté. Et on a tout récupéré. Pourquoi? Parce que même si on peut faire des petites choses sur le RPA Challenge, je veux dire, c'est quand même pas si évident de développer un processus complet. Et puis surtout, ensuite, il faut pouvoir s'interfacer avec le SI, parce que quoi qu'on en dise, le RPA, c'est quand même un outil du SI. Voilà. Donc, on a proposé donc une offre clé en main à partir de 2018. Et puis là, l'histoire, elle a commencé. Après, la question qu'on s'est posée, c'est par rapport à la très forte demande des métiers, comment est-ce qu'on devait monter en fait cette équipe et monter cette infrastructure. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que on subissait déjà à l'intérieur de l'IT de multiples strates à traverser. C'est-à-dire que quand vous voulez faire quelque chose, il faut s'adresser à une équipe, puis à une autre, puis à une autre, puis à une autre. Et il y a un laps de temps qui peut devenir vite très conséquent. Donc, on a décidé, par rapport à ça, justement, de monter tous nos environnements, nous-mêmes, et puis on a décidé de s'occuper de tout. Ça veut dire de faire de l'expression de besoin de l'utilisateur jusqu'au développement, jusqu'à la mise en production, jusqu'au suivi de production. C'est nous, en fait, qui le faisons. Donc, on a monté cette petite équipe SI qui s'occupe de tout. Et voilà, depuis 2018. Et on continue d'ailleurs à le faire aujourd'hui, même si nous avons des velléités d'industrialisation, et j'en parlerai après. Alors, bien entendu, tout ça, ça a quand même créé un certain nombre de frictions à l'intérieur de l'IT SNCF, puisque les règles n'avaient pas été forcément respectées. Donc, ce sont les métiers qui imposent un outil, c'est pas le SI qui vient avec un outil. Donc, bon, ça posait pas mal de problèmes. Ça posait aussi une autre question de fond qui est l'identité des robots. Moi, c'est un point j'en ai pas beaucoup entendu parler là, mais c'est un sujet qui me sensibilise beaucoup parce que un user robot, c'est quoi? C'est pas une personne physique, c'est pas une personne morale. Je veux dire, c'est un user virtuel. Et donc nous, à l'intérieur de la SNCF, de pouvoir faire accepter qu'un user en fait soit virtuel, ce n'est pas une mince affaire. Voilà. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'en même temps, nous ne voulions pas faire d'usurpation d'identité. Ça veut dire que tous les processus que nous mettons en œuvre, ils sont traçables. Et ils sont traçables par un user, et ce user, c'est le user robot. Voilà. Donc il n'y a pas un user pour tous les robots, chaque robot a son user. Voilà. Alors je tiens à dire que depuis 2018, on a quand même aussi une très belle histoire avec les métiers, puisqu'on a développé ce lien direct. Et puis au fur et à mesure, maintenant, je pense que nous, on doit rentrer en fait dans le rang et on doit retourner en fait dans le SI et se réintégrer dans le SI. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc, notre philosophie. Et alors, il y a un point qui est extrêmement important aussi, c'est la définition de la zone d'usage du RPA. Alors, on peut faire du RPA pour tout. Après, est-ce que cela a du sens? Ça, c'est une vraie question et cette question, il faut quand même se la poser. Parce que sinon, on peut quand même avoir quelques surprises. Ensuite, j'en ai déjà parlé, l'architecture RPA, nous, on préfère qu'elle soit dans le cloud. Et puis, on a pris comme position d'avoir une machine par robot. Donc, chaque robot a son VDI, donc son Virtual Device Interface. Voilà, donc c'est une machine virtuelle, un poste client. Ensuite, on est totalement au service des métiers. Et là, on se rapproche en fait d'une démarche d'excellence opérationnelle, c'est-à-dire que on n'impose rien, on écoute les métiers en fait exposer leurs besoins. Et puis après, on essaye de les orienter, c'est-à-dire que si ça va vraiment trop à l'ouest, on essaye de les ramener dans le droit chemin de ce qu'il faut faire dans le SI. Mais on n'essaye pas d'être trop interventionniste. Hein. On veut simplement qu'ils puissent s'exprimer, mais en même temps que nous, on leur dise il faut quand même que ça ait du sens au niveau SI. Et ce n'est pas tout le temps simple, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Enfin, les robots, ils sont au service de la communauté et uniquement sur les ROI et là. Alors, quand je dis uniquement au service de la communauté, ça veut dire qu'on utilise beaucoup, surtout les robots unattended.
Alors pourquoi? Parce que nous, plus le robot il travaille, et mieux c'est. Hein, c'est un peu notre philosophie. Donc moi, un robot qui est sur un poste de travail et qui est utilisé 3% du temps, je ne vois pas trop l'intérêt. Par contre, le robot qui bosse pour tout le monde et qui bosse toute la journée, toute la nuit et tous les week-ends, ça c'est très bien pour nous. Voilà. Alors en termes de chiffres, bon, j'ai donné quelques chiffres. Donc aujourd'hui, on a à peu près 2500 processus qui tournent par mois en mode orchestration. On a fait à peu près plus de 200 programmes développés, donc tous ne sont pas forcément en œuvre. Il y a du one-shot, il y a des choses qui sont récurrentes. Il y a des programmes qui sont abandonnés. Les domaines, en fait, c'est la production comptable, la RH, la supply chain, les directions financières. En fait, on travaille avec tout le monde. Là-dessus, nous sommes agnostiques. Ensuite, au niveau des intervenants, on a 32 licences robots unattended, 2 orchestrateurs, qui est un orchestrateur de recettes qui nous sert en fait à préparer les processus, et puis un orchestrateur de production. Alors j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Monsieur Hans tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement le challenge au bout d'un certain temps, c'est quand même le run. Je veux dire, parce que plus on va avoir de robots ou de processus robotisés, plus il va quand même falloir les maintenir. Et ça, c'est quand même pas une mince affaire. Donc, c'est effectivement un point de vigilance. Moi, je fais un peu référence, quand je parle de RPA ou de processus RPA en mode orchestration, à ce qu'on faisait avant avec ce qu'on appelait de l'application messaging. Vous voyez, on a des messages, là, on a plein de petits processus qui partent. Et il faut quand même être très vigilant et trouver une manière de pouvoir être sûr que tout fonctionne bien. Alors nous, on a aussi automatisé le suivi de production. Ça veut dire que quand les robots y tournent, on a des robots qui surveillent et qui nous lancent des alertes pour nous dire que les processus ont fonctionné ou que les processus sont tombés en échec. Et là, on intervient. Parce que démarrage, moi, j'étais toujours derrière mon écran en regardant comment ça marchait. Bien entendu, c'est pas soutenable. Donc, au fur et à mesure, on apprend et puis on monte en compétence aussi sur ces sujets. C'est-à-dire qu'on automatise aussi la surveillance. Alors, en termes de personnel, je reviens là-dessus. On a une équipe aujourd'hui qui est à peu près de 10 personnes, qui est située à Saint-Denis et avec nos amis de Charleville-Mézières. Je salue Christophe Villain qui fait partie des participants. Je lui fais un petit coucou au passage. Si on peut passer à la slide suivante. Alors, notre ambition. Donc, notre ambition, c'est de continuer à optimiser et de rentabiliser nos robots. Alors, en termes, une piste d'optimisation extrêmement importante chez nous, c'est le reuse des processus existants. Cette année, je le constate. Ce qu'on a fait pour une entité, d'autres entités, en fait, vont nous le demander. Alors, on essaye de faire en sorte de ne pas créer une multitude de versions. Donc, on essaye de créer des objets. Donc, on a un objet, par exemple, query, qui est capable de faire du query partout. Alors, quand je dis query, ce n'est pas en base SQL. Hein. Nous ne faisons rien en base SQL, mais c'est dans les différents applicatifs ou dans les différents ERP. On crée des objets query qui permettent, en fait, de faire ce que font les utilisateurs à l'écran. Voilà. Donc, on continue à travailler. Alors, ça, c'est pour les processus. Après, sinon, en termes techniques, eh bien, notre ferme de robots unattended, on veut continuer à faire ça. Nous, on n'a absolument pas une démarche de robots attended. Je la comprends. Je comprends les principes de citizen development. Je ne les partage pas, enfin, du moins pour l'instant. Je suis aussi certainement martyrisé par les macros Excel. Dont on en fout pas mal des fois, excusez-moi le terme, dans certains RPA d'autres prestataires que je reçois, et ce qui me met hors de moi, parce qu'en termes de maintenance, c'est absolument insupportable. Donc à éviter fortement. Ensuite, au niveau du socle technique, moi, je veux qu'on ait un socle technique qui soit en totale adéquation avec les exigences IT et SSI. Ça, c'est quand même important. Moi, je suis très vigilant par rapport à ça. Je suis extrêmement soucieux de tout ce qui peut être attaque. Donc, on fait très attention et on suit, on respecte à la lettre toutes les exigences IT et RSSI. Un point de faiblesse chez moi, c'est qu'il faut absolument que je propose un catalogue de services. Je ne le fais pas parce que j'ai toujours la tête dans le guidon, mais c'est quand même quelque chose qu'on devrait faire pour proposer en fait à tout le monde qui puisse, et en particulier maintenant qu'on fait du reuse de processus, c'est quand même extrêmement important qu'on puisse définir ce catalogue de services. Ensuite, envisager les couplages techno. Donc là, j'ai fait quelques tests, quelques expériences, mais c'est pas d'une grande fluidité. Tout ce qui est IA, machine learning, c'est vraiment des sujets qui sont très spécifiques. Moi, j'aimerais beaucoup me lancer là-dedans, mais pour l'instant, on a beaucoup de mal à trouver des
des sujets qui nous permettent d'aller vers ce type de choses. Alors, voilà. Après, il y a un dernier point que j'aimerais aborder, c'est au niveau des ressources. Moi, je pousse pour la réinternalisation des ressources. Alors, je ne veux pas faire le jeu de mots avec talent, mais je veux dire par là que les talents chez nous, et on en a aussi sur 150 000 personnes. Je ne peux pas imaginer qu'on n'ait pas des gens qui soient motivés, intéressés et qui ont envie de faire des choses. Et nous, on pousse à ça. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, comme on a une interaction en fait directe avec les métiers, c'est quand même important que les gens qui travaillent sur les sujets soient totalement embarqués dans les enjeux métiers. Ça, c'est très important. Il faut absolument connaître les enjeux métiers pour pouvoir proposer en même temps les meilleures solutions. Et moi, je pense que quand même, on est bien placé en tant qu'interne pour pouvoir répondre à cette chose-là. Je dis ça aussi, c'est absolument pas une attaque contre les SS2I en qui j'ai beaucoup de respect. Mais je pense nous, à la SNCF, on a quand même connu une époque où on a eu beaucoup de centres de services. Et finalement, les gens de l'IT perdaient un petit peu de prérogatives et puis ils perdaient aussi la notion des choses. Enfin, c'est mon sentiment et je parle à titre personnel. Donc, je trouvais important de reprendre un peu la main et si on veut bien travailler avec les SESI, il faut quand même savoir aussi de quoi l'on parle. Donc, je pousse beaucoup pour la réinternalisation. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va chercher avec mon responsable hiérarchique, eh bien, on récupère, on essaie de voir des gens pour des reconversions et on les forme au sujet RPA. Moi, j'ai pas honte de dire, les gens qui sont très forts chez moi ne sont pas forcément des informaticiens pur jus. Mon meilleur expert chez moi est un ancien comptable. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Et pourtant, moi, je suis plutôt un techos, mais il est même meilleur que moi. Donc, c'est la vie, il faut l'accepter. Et je pense que le RPA permet, justement, ce sera ma conclusion, de coupler cette partie fonctionnelle et technique. Et pour des gens qui sont un peu ouverts d'esprit, et c'est quand même un fabuleux outil pour faire des choses. Voilà.